Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver pour cette émission Morning Live. Émission Morning Live qui nous permettra de parler de la visite de Paul Kagame à Cotonou, visite d'amitié et de coopération. Nous parlerons également des réfugiés, il faut dire, africains qui quittent de façon massive le continent pour chercher un Eldorado de l'autre côté. Et si le temps nous le permet, nous allons véritablement également parler au cours de cette émission du mécanisme qu'il faudra mettre en place pour empêcher ce que les gens appellent la révision des constitutions sur le continent africain. Voilà l'ossature de l'émission que j'ai le plaisir d'animer de nouveau en compagnie de mes confrères sur ce plateau. Mais pour le moment, ils sont bien là. Ils sont formidablement bien ancrés dans cette émission. Valentin Diboucha, bonjour. Bonjour Modeste Dossa Anouanou, bonjour le plateau et bonjour amis téléspectateurs. Valentin Diboucha. Alors, Léonard Sonaïpon, bonjour également. Bonjour Modeste Dossa Anouanou, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs internautes, sans oublier bien évidemment les auditrices et les auditeurs. Les auditrices et les auditeurs, rappelez les canaux qui permettent aux internautes également de suivre cette émission sur The Morning Live. Vous pouvez donc suivre cette émission à travers YouTube en tapant dans votre barre de recherche bien évidemment ce réseau social là, Golf avec un E à la fin, G-O-L-F-E et Média, M-E accent aigu D-I-A-S. Voilà, vous êtes précisé, vous avez les précisions pour suivre cette émission sur les canaux digitaux. Aristide Kanoussou, c'est un plaisir également de vous avoir sur ce plateau. Aristide, bonjour. Bonjour Modeste Dossa Anouanou, bonjour le plateau, bonjour à tous ceux qui nous reçoivent en ce moment. Nous venons de conjuguer au passé la première moitié de ce mois d'avril, que le temps passe, chacun au travail. On espère que les fruits tiendront la promesse des fleurs. N'est-ce pas? Ouais. Merci Aristide Kanoussou. Valentin Diboucha, pour critiquer les gens, il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer. Coluche, pour critiquer les gens, il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer. Vous êtes d'accord là-dessus? C'est bien discutable, hein? C'est bien discutable. Pour critiquer les gens, il faut les connaître. Ça, c'est forcé. Je pense que si c'est une critique constructive, c'est bon. Mais si c'est une critique juste pour dénigrer tout le reste, il vaut mieux s'en abstenir. Donc, pour critiquer les gens, il faut les connaître. Et en les connaissant, leur dire ce qu'on leur reproche pour qu'ils puissent s'améliorer. Et ça, c'est la meilleure des choses. Pour critiquer les gens, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut les aimer. Puisque lorsque vous aimez quelqu'un, vous arrivez à lui dire ce que vous pensez de lui, de bien comme de mal. Ce que vous lui reprochez, vous n'allez pas dire ça aux autres, mais vous lui dites lui-même et il est au fait de ce que vous pensez de lui. Vous permet véritablement de l'amener Absolument, à la raison. Et de l'amener à la raison. Donc, il faut forcément aimer quelqu'un pour pouvoir donc le critiquer. Il faut l'aimer pour pouvoir lui dire ce qu'on pense de lui. Il faut l'aimer pour pouvoir lui dire ce qu'il devra améliorer dans son mode de vie pour lui permettre d'être accepté au sein de la société. Donc, pour critiquer quelqu'un, il faut forcément le connaître. Et pour le connaître, et quand vous l'aurez connu, il faut l'aimer. Il y a beaucoup qui n'aiment pas les critiques, hein? Surtout quand ils se retrouvent véritablement le dos au mur dans les critiques que vous lui formulez. Non, il faut être insensé pour ne pas aimer les critiques. Vous savez, tant que nous sommes sur la terre des vivants, nous ne sommes pas parfaits, nous faisons des choses que peut-être on pense bien faire, mais qui peuvent heurter des sensibilités et qu'il faut avoir l'humilité de s'excuser lorsque vous heurtez des sensibilités. Donc, il faut être ouvert aux critiques. Il faut être ouvert aux critiques pour mieux vivre. Il faut être ouvert aux critiques pour avancer. Il faut être ouvert aux critiques pour mieux faire. Je prends l'exemple d'un dirigeant qui n'aime pas les critiques. Il est sûr de tomber dans des trous. Alors que s'il était quand même ouvert, s'il avait les oreilles ouvertes à écouter les critiques, il va forcément s'améliorer pour avancer. Vous voyez tout ce qu'on a dit de la 8e législature dans notre pays. D'aucuns penseront que c'est parce que peut-être on a des guéguerres vis-à-vis, on a peut-être des dents dues contre les gens qui sont là, c'est faux. Lorsque vous prenez le président Vlavonou, c'est un parent. Pourtant, on lui a dit ce qu'on pense parce qu'il est encore là. Pour que ce qui n'a pas fonctionné dans la 8e législature puisse mieux fonctionner dans la 9e. C'est-à-dire, lorsque lui-même il écoute les Béninois, il doit pouvoir comprendre que il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné dans la 8e législature, qu'il faudra améliorer ou corriger dans la 9e. Donc, c'est par amour
peut-être que nous portons ces genres de critiques sur l'institution qu'il dirige, sur la 8e législature, par exemple. Donc, c'est pareil à tous les niveaux de responsabilité. Lorsque vous êtes un responsable, vous écoutez les critiques parce que ceux qui le font, peut-être vous portent un amour certain. Léa Nationale, bon, vous avez suivi Valentin Diboucha qui, de manière simple, nous a élucidé cette citation. Moi, je pense que la citation comporte seulement un pan. C'est-à-dire que quand vous critiquez quelqu'un, vous pouvez soit l'aimer, soit ne pas l'aimer. Quand vous aimez la personne, c'est-à-dire que vous mettez en place le théorème qui dit « qui aime bien châtie bien ». C'est-à-dire que vous aimez la personne, vous avez de la considération pour elle, et vous estimez que une fois qu'elle est tombée, ou bien une fois qu'elle est dans un travers, vous êtes en mesure, ou vous avez le devoir d'aller vers cette personne, de lui dire ce que tu as fait sur tel pan, sur tel aspect, je n'ai pas aimé, ce n'est pas bien, on ne fait pas ça, désormais il faut t'améliorer. De l'autre côté, il y a la critique qui est destructive. Il y a cette critique-là qui veut mettre la personne dans l'embarras. Il y a cette critique-là qui veut détruire la personne parce qu'on ne l'aime pas forcément. Et donc, peut-être devant les gens, on l'expose, on le vilipende, on l'insulte parfois même à cause de quelque chose que cette personne aurait fait et qui ne vous aurait pas plu. Je pense qu'il faut prendre les deux pans et il faut toujours aller dans le sens positif. Aller vers la personne comme cela se doit de manière courtoise et lui dire les faits que vous lui reprochez et comment vous pensez que demain elle puisse s'améliorer. Et c'est très important pour la vie en société et également parce que quand on est en société, il faut pouvoir se tolérer, il faut pouvoir se respecter. Et ça aussi, ça fait partie du respect de l'autre. Oui, forcément. Aristide Canosso, vous avez suivi le développement des deux confrères. Votre point de vue par rapport donc à cette pensée? Rappelez-moi la pensée. Aristide Canosso, je vous rappelle, pour critiquer les gens, il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer. Coluche. D'accord. Vous savez, pour emprunter le mot à l'actuel président de la Sénat, il y a des gens qui ont les oreilles caduques. Ça dit que vous leur faites les reproches, vous leur faites part de vos critiques, mais ils ne veulent pas entendre. Ces gens-là, ça dit qu'il faut trouver un moyen de leur faire comprendre qui est différent du moyen que vous avez l'habitude d'utiliser. Il y a des gens qui sont foncièrement de mauvaise foi et qui cherchent à vous tendre les nerfs tout le temps. Ces gens de personnes, vous êtes obligés de changer de stratégie avec eux. Mais dans un cas comme dans l'autre, on l'a dit, le premier élément qui permet à quelqu'un de critiquer, c'est parce que vous estimez la personne. Si vous n'estimez pas la personne, qui s'engouffre, ça ne vous dit rien, ça ne fait ni chaud ni froid. Qu'il aille se faire avoir, qu'il aille se faire piéger lui-même, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Vous le laissez avancer. Nous avons vu sous nos yeux ici, on a estimé qu'il y a quelqu'un qui était resté dans les rouages des chefs d'État pendant longtemps, qui maîtrise les rouages, mais une fois qu'il est venu au pouvoir, il n'a pas donné l'impression qu'il maîtrise vraiment les secrets. Parce que quelqu'un qui maîtrise, il sort des stratégies et il cherche à convaincre. Parce que lui, il a les moyens, il a l'accès à ces secrets qui ont succédé tous ces pouvoirs-là. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est quelqu'un qui était resté opposé aux critiques pendant un bon moment. C'est quelqu'un qui est resté quand même fermé à toute forme de proposition, qui est resté calé sur ce que lui il pense. Et donc, quand on voit ces genres de choses, on se dit finalement, est-ce que celui-là, on va encore l'approcher pour lui faire des critiques, ou bien il faut changer de stratégie pour lui faire des critiques? C'est là toute la question. Maintenant, quand on revient dans un milieu simple, milieu professionnel, je pense que Léonard a commencé par le dire, les coups bas, ça ne manque pas. Ce que nous appelons généralement les pots de banane, ça circule pour se faire voir auprès de celui-ci ou bien de celle-là. On cherche les voies et moyens. C'est comme ce que je disais hier. On laisse les SE se casser la figure et puis on passe par derrière maintenant pour demander à ce qu'on les révoque. Donc, on vous laisse aller vous casser la figure et on passe par derrière pour dire, voilà, je vous avais dit, il ne maîtrise pas son domaine. Il fait ceci, il fait cela. Et on le critique vertement juste pour le voir quand même être détruit par, je ne sais, l'employeur ou qui que ce soit. Donc, je pense que c'est quand on aime véritablement
qu'on cherche à critiquer. Mais il y a des gens qui critiquent justement parce qu'ils ont l'ambition de détruire leur prochain. Oui, c'est vrai, Aristide Canosso. Merci à chacun de vous. Rachida Torou, on lui passe le témoin pour la virgule informative dans cette émission Morning Live. 16 avril 2023, c'est un plaisir de vous retrouver, chers fidèles téléspectateurs de Gulf TV Africa. Ce dimanche, nous allons faire le tour de quelques commentaires de la rédaction de notre chaîne. Et donc, il est de plus en plus observé une généralisation manifeste de la violence dans toute la France-Afrique. C'est dire donc depuis la France elle-même jusqu'aux anciennes colonies françaises et leurs territoires sous tutelle. Qu'est-ce qui explique cela et que signifie cette généralisation? Pour l'observateur averti, il s'agit plutôt de l'effet boomerang, la loi naturelle de l'action qui induit la réaction. Charbel Ayoub. L'un des principes sacro-saints, principe mathématique de la loi cosmique qui guide aujourd'hui le monde est celui de l'action-réaction. Autrement dit, ce que vous faites, vous faites. Il n'y a pas d'effet sans cause. C'est naturel et universel. Ce principe s'applique aussi aux actes posés par les humains au quotidien. Pour preuve, en Namibie, entre 1904 et 1908, environ 80% du peuple Herero et 50% du peuple Nama, soit plus de 2 millions de personnes, ont été exterminés par les forces de l'ordre du Deuxième Reich allemand. Un crime colonial africain considéré comme le premier génocide du XXIe siècle, avec le silence coupable des autres pays occidentaux, européens en l'occurrence. Celui qui, alors, avait dirigé les travaux, Ungar Fischer, était le père, le géniteur d'un jeune homme, Adolf Hitler, qui a dirigé plus tard l'Institut d'extermination raciale allemand de Berlin lors du régime suivant, le Troisième Reich. En 1933, Hitler procède à une application exacte aux Allemands, aux Européens et aux Juifs d'Europe des méthodes du Deuxième Reich contre les Nama et les hétéros en Namibie. 6 millions de Juifs et 66 millions de morts. Illustration parfaite là du principe de l'action et de la réaction. La barbarie contre soi-même est souvent précédée de grands épisodes de barbarie contre autrui. À force de maltraiter l'humanité en autrui, on dégrade l'humanité en soi-même. Action, réaction. Du 16e au 19e siècle, il procède à la traite des Noirs. 100 millions d'Africains ont été éliminés, à l'exception de ceux déportés, avec le partage de l'Afrique comme coup de grâce. Après quoi, survinrent entre eux-mêmes les guerres les plus abominables de l'histoire. La première et la deuxième guerre mondiale. La méchanceté avec laquelle ils ont agi contre les Africains, ils la retournent contre eux-mêmes, et ceci entre le 19e et le 21e siècle. Ils se sont entretués à proportion de leurs crimes contre les autres. Plus de 100 millions de morts pour les deux guerres mondiales entre eux. Lorsqu'on prend l'habitude à mépriser la vie des autres, on contracte le mépris de sa propre vie. On prend l'habitude de la haine contre sa propre vie. Un parallélisme peut être fait à présent entre la barbarie d'État, barbarie policière, s'entend, en Afrique, à celle de la France. Du temps de nos parents notamment, lors de la colonisation, la France était idéalisée. On chantait la France des civilisations, la France des Lumières, la France des droits de l'homme, la France juste, la France est mieux que l'Afrique et j'en passe. Il fallait voir la France avant de mourir. Ces colons, ces siècles de colonisation et d'impérialisme durant nous ont décérébrés à la limite au point de nous faire croire qu'ils étaient la civilisation et l'Afrique la barbarie, ce que certains Africains avaient tendance à croire. Alors que l'Afrique avant eux a connu une civilisation moderne de plus de 4000 ans. Les premiers hommes de l'humanité étaient des Noirs. Aujourd'hui, en 2023, il est en France un mouvement très inquiétant et très évident. C'est la banalisation de la violence des forces de l'ordre envers les populations. Et en ces moments de manifestations quasi quotidiennes en France, cette banalisation est devenue scandaleuse au point où les Français, bien révoltés par la réforme des retraites initiée par Emmanuel Macron, il y a eu même des manifestations contre la violence policière. Ceci veut dire que la population en France se sent en danger, en
en présence des forces de l'ordre, aujourd'hui redoutées comme ennemis de la sécurité, ennemis de la vie, ennemis de la population. Cette généralisation de cette violence et ce pays, la France, ayant conçu l'organisation de la domination de toute l'Afrique francophone, la France-Afrique récupère la violence qu'elle avait autrefois semée dans ce qu'elle appelait son précaré. Conséquence de la loi de l'action et de la réaction. Et il en sera ainsi à chaque puissance coloniale. Au pillage de l'Afrique répond désormais le pillage de la classe ouvrière et du salarié en France. Et c'est cela la réforme des retraites, c'est-à-dire le pillage de ceux avec quoi les Africains avaient vocation à grandir, à mûrir, à prospérer et à vivre heureux dans leur vieillesse. Aujourd'hui, c'est le pillage des Français comme les Français autrefois avaient organisé le pillage des Africains, ce qui conduit à la mort des Français, à l'extinction des populations françaises. La France connaît aujourd'hui la catastrophe, l'hécatombe. La France ne peut plus sauver l'Afrique parce que plus fragile, parce que plus dans le mal, parce que plus divisée. La France ne peut plus donner l'option aux Africains comme certains ont tendance à le croire. L'Afrique doit en profiter pour couper le cordon ombilical de la chaîne de la France-Afrique. L'Afrique des libertés, de l'intelligence et du développement résistera et gagnera. Les choses se compliquent de jour en jour pour l'ancien colon, la France, vis-à-vis des anciennes colonies. L'Afrique des libertés, avec sa jeunesse aguerrie, est désormais debout pour parer à toutes les manigances d'autrefois restées secrètes. Malgré une présence ancienne en Afrique, la France n'a pas suffisamment anticipé les évolutions que connaît le continent. En matière de développement économique, de problèmes alimentaires, de menaces terroristes, de flux migratoires, de conflits internes. Tel est l'un des constats. Présence française en retrait, repli des intérêts économiques, déclin de la politique de coopération. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises, elle est sale de corruption, elle est sale de non-transparence, elle est sale de vocabulaire dévalorisant, elle est sale, Monsieur le Président. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise, sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir. Le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez. Vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives.
Et ce sera tout pour notre intervention dans ce numéro de Morning Live. Merci de nous avoir reçus et très bon débat à chacun et à tous. Oui, Rachida Tourou, vous étiez émotionné certainement donc par cette prise de parole de la panafricaniste africaine. Il faut avoir le courage de le dire. Valentin Diboucha, la France a véritablement du mal à s'imposer désormais sur le continent africain. Mais Emmanuel Macron, intelligemment, est en train de faire un virage de 180 degrés. Et par rapport à cette tournée qu'il a effectuée en Afrique, on a vu un certain nombre de choses, désormais, qui naissent, dans sa petite tête, s'il vous plaît. Si j'ose m'exprimer ainsi, il n'a pas une petite tête, c'est peut-être sa façon de réfléchir véritablement. Non, je pense que les rapports de force ont changé, ça on le constate aisément. Peut-être qu'il y a encore des chefs d'État classiques qui se retrouvent toujours à l'autre époque et qui ne seront les chefs d'État africains, bien sûr, qui ne voient pas encore les mutations, les grandes mutations que le peuple veut, n'est-ce pas, s'opérer. Ce qui est sûr, au niveau des mentalités, les choses ont évolué. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques années, un Africain ne peut pas se tenir devant un chef d'État français. Tenir ce discours de la jeune burkinabé activiste, c'est pas évident. Mais aujourd'hui, oui, le débat, on arrive à faire face, n'est-ce pas? Elle dit, on n'aide pas, on se développe, mais on ne développe pas. On se développe, oui, mais on ne développe pas. Elle a cité Kizerbo, paix à son âme. Absolument. Donc, vous voyez, lorsqu'on dit qu'on ne l'aide, elle dit que ça fait un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Vous avez vu jusqu'à quel niveau de banalisation on est allé pour cette aide au développement, parce qu'en réalité, c'est des aides qui sont taillées sur mesure et dont le résultat n'est pas palpable. À partir de ce moment, il faut changer de mentalité, il faut changer de façon de faire, il faut changer même d'orientation à cette aide-là. On n'aide pas à développer, mais on développe. Je vous donne un exemple. Depuis qu'on envoie l'aide au développement en Afrique, on n'a jamais vu les usines qu'on a construites avec l'aide au développement. Mais qu'est-ce qu'on voit? On peut voir du coton produit dans les pays africains. C'est-à-dire que l'aide au développement permet d'alimenter les usines dans les pays développés. Nulle part, vous ne voyez, par exemple, on dit que l'Afrique a du pétrole. La plupart des pays producteurs de pétrole n'ont pas les machines nécessaires pour produire, pour faire le produit fini et mettre à disposition de leur population. C'est des équations qu'il faut résoudre. Donc, on ne développe pas, mais on se développe. Et donc, il va falloir que nos dirigeants commencent pas à réfléchir autrement. Si aujourd'hui, nous avons une kyrielle de jeunes qui traversent la mer pour aller dans l'Hexagone, ce n'est pas pour leur plaisir. Ça veut dire que le monsieur est déjà mort avant d'embarquer. Dans sa tête, mourir n'est plus une équation. C'est une équation déjà résorbée dans sa tête. Ça veut dire que, advienne que pourra, s'il réussit à traverser, c'est tant mieux. Tant mieux. Ça veut dire que celui-là, il est déjà mort. Le jour où il a pris la décision d'embarquer, il est déjà mort. Regardez, quand ils quittent ici, ils vont en Tunisie ou en Algérie et autres, on les met en esclavage. Malgré ça, la Libye est un exemple. La Libye, ils vont en Libye. On les met en esclavage. Malgré ça, ils ne changent pas d'objectif. Ils se disent qu'après l'esclavage, ils réussiront à embarquer un jour. On les dépouille de tout ce qu'ils ont. Malgré ça, ils embarquent. Et la dernière fois, à Lampedusa, lorsque j'ai suivi des jeunes parler, j'étais écœuré. J'étais malade dans ma tête. Parce que ce monsieur était déjà mort avant d'embarquer. Pour lui, il est arrivé à Lampedusa, même si les policiers l'arrêtaient et tout le reste, il s'en fout. On va y revenir, Valentin Diboucha. Malheureusement. Merci. Aristide Kanousso. Eh bien, je suis tenté de vous poser une petite question. Panafricaniste que vous êtes, Aristide Kanousso, panafricaniste ancré, véritable. La France-Afrique s'est complètement et totalement rangée dans les placards des oubliettes. Je ne sais pas si je me trompe. Et bien sûr, mon assertion, Aristide Kanousso. Mais pas du tout. Je fais mienne les réflexions de Valentin Diboucha. Je pense que la France-Afrique s'est terminée et Emmanuel Macron l'a confirmé. Il a confirmé devant micros et caméras que la France n'a plus de précaré en Afrique. Ce que la France a désormais, c'est des intérêts qu'il ira défendre. Mais par quel moyen il veut défendre ces intérêts-là? C'est ça qu'on attend de voir. Et on a commencé qu'il a entamé une forme de campagne, mais qui échoue à tous les niveaux. Donc je pense que la France-Afrique est déjà enterrée totalement et complètement, comme vous avez l'habitude de le dire, parce que l'éveil est là désormais au sein
du peuple souverain de l'Afrique. Merci Aristide Kanoussou. Je ne vais pas laisser Léonard Sonaïpon enfoncer le coup, puisque lui-même c'est une autre forme de panafricanisme qu'il a désormais dans les veines. De toute façon, nous sommes tous des panafricanistes avérés désormais. Sur le continent africain, au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Soudan, que voulez-vous, madame, monsieur? Le président rwandais était donc en visite officielle d'amitié et de travail en République du Bénin. Il a été reçu par le chef de l'État béninois. Visite de travail qui a permis aux deux hommes d'État de reparcourir la coopération qui existe fort heureusement, et ce malgré les vicissitudes de l'histoire entre le Bénin et le Rwanda. Nous allons suivre le chef de l'État béninois à la conférence de presse avec la permission de la régie et le temps de revenir sur le plateau pour enclencher avec un petit débat. On reviendra encore sur les propos tenus par le chef de l'État rwandais, je le dis au passage, qui est en train donc de finir son troisième mandat présidentiel à la tête du Rwanda. Le président béninois, lors de sa conférence de presse, s'il vous plaît. Je dois vous avouer que dans le domaine de la coopération sur les ressources humaines, nous avons effectivement montré que les expertises existent sur le continent. Et vous l'avez dit à juste titre, il y a beaucoup de Rwandais que moi je ne vois plus comme des Rwandais, je le vois comme des Africains, des Béninois. Vous avez même certains parmi eux portent des noms qui ressemblent aux nôtres. Pour moi, la coopération qui se traduit ainsi par des échanges de ressources humaines montre bien qu'il n'y a pas que dans les pays développés qu'il y a des compétences. Et que, aussi bien à côté au Togo, au Sénégal, au Rwanda, en Afrique du Sud ou dans le Maghreb, nous pouvons échanger en termes de ressources humaines. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas que des Rwandais au Bénin dans l'expertise. Il y a des Sénégalais. Vous savez qu'à la douane, nous avons des expertises, des compétences sénégalaises. Nous avons des Européens. Nous avons des Caribéens, des Antillais. Le Bénin, dans ce domaine, n'a plus de complexe. Nous allons chercher les compétences là où elles se trouvent. C'est dommage que bien souvent, quand nous faisons appel à des Européens, à des Américains, à des Chinois, on ne trouve rien à dire. Mais quand il s'agit des frères africains, on se demande, mais est-ce que cette même compétence n'existe pas sur le terrain? Moi, je suis très fier de ce que nous faisons et je me réjouis de ce retour parce que les Béninois sont partout dans le monde, comme experts. Il y a des Béninois au Rwanda, peut-être pas au titre de la coopération, mais des gens qui ont été identifiés sur le marché international du travail et qui ont été déjà bien avant nous au service de tel ou tel pays. Partout où je passe, lors de mes visites d'amitié ou de travail, j'ai toujours quelques Béninois qu'on me présente comme étant des compétences, des experts dans ces pays-là. Donc, si la coopération parfois met l'accent, un accent particulier sur une demande d'un instant, cela ne veut pas dire que les échanges d'expertise n'ont lieu qu'à cet effet, qu'à cet égard, qu'à cette occasion. Les échanges de ressources humaines se passent déjà naturellement, un peu partout, mais ces temps-ci, nous avons eu des besoins spécifiques, des domaines dans lesquels le Rwanda a eu à nous dévancer sur la conception, la mise en œuvre de certains projets nouveaux. C'est fort naturellement que nous sommes allés chercher dans ces compétences-là. Je disais que mon pays était comme un désert de compétences. C'était une réalité. Je ne dirais pas que désormais le Bénin a tout ce qu'il lui faut comme compétences. Ce serait faux. D'ailleurs, aucun pays au monde n'a, lui tout seul, les compétences nécessaires au développement. Mais aujourd'hui, la chose s'est beaucoup améliorée. Je sais aussi qu'il y a quelque temps, nos compétences partent du pays, les unes après les autres. Nos experts, je viens de vous le dire tout à l'heure, sont partout dans le monde. Mais tout le monde le sait très bien qu'il y a peu de temps, les Béninois ne se gênaient point, et d'ailleurs, à bonne raison, bien souvent, d'aller vendre leurs compétences ailleurs.
Et nos frères et sœurs béninois de la diaspora qui sont à l'étranger n'avaient pas beaucoup d'enthousiasme à venir travailler au Bénin. L'environnement a beaucoup changé et nous observons que ceux qui y sont, qui, si l'environnement n'avait pas changé, seraient déjà partis, sont restés. Nous constatons que beaucoup rentrent. Donc beaucoup de Béninoises et de Béninois qui rentrent pour venir travailler au Bénin. Et dans cette... ici, en face de moi, si je le pouvais, je vous citerais des noms des gens que je vois qui n'étaient pas au Bénin il y a quelques années, qui sont rentrés, qui travaillent. Même au sein du gouvernement, vous voyez combien de personnes sont venues prêter main forte à ce que nous faisons. Donc la situation a beaucoup changé. Désormais, je peux vous dire que je suis fier de voir cet engouement que les Béninois ont à rester au pays, à venir ici et à se réclamer du Bénin. C'est l'occasion pour moi de rappeler quelque chose qui m'a souvent fait mal au cœur. Combien les Béninois à l'étranger parfois masquent leur nationalité. Les Béninois n'étaient plus fiers de dire qu'ils sont Béninois. Mais depuis quelque temps, on l'observe avec beaucoup de bonheur que les Béninois sont fiers de leur pays. Voilà. Eh bien, dans cet élément, Valentin Dibouchard, le chef de l'État béninois, Patrice Satanas Guillaume Talon, a vanté le panafricanisme. Eh bien, une révolution entamée ici à GOB Télévision. Je salue au passage l'artiste, eh bien, Ismaël Soumanou, le PDG du groupe de presse La Gazette du Golfe qui a impulsé ce dynamisme-là. Eh bien, Valentin Dibouchard, le panafricanisme a atteint toute sa dimension si le président de la République, Patrice Satanas Guillaume Talon, l'évoque de cette façon-là, devant la presse béninoise et devant la presse internationale, eh bien, qui a couvert, s'il vous plaît, cette visite d'amitié et de coopération du président rwandais Paul Kagame. Personnellement, je ne me retrouve pas très bien dans ce qui a été dit. Personnellement, je ne me retrouve pas très bien dans ce qui a été dit, que, bon, des gens rentrent au pays parce que la situation est très reluisante et tout le reste. Je ne pense pas que les Béninois pensent de la même manière. En tout cas, c'est le chef de l'État, c'est lui le chef de tous les Béninois, et c'est ce que lui, il pense qu'il dit. Au fait, on ne refuse pas qu'on nomme que des gens viennent d'ailleurs travailler au Bénin. Pas du tout. Nulle part. Il dit que quand on fait appel à des compétences européennes, on ne s'en offusque pas. C'est grave. Nous, on s'en offusque. On s'en offusque. Parce que justement, ces compétences auxquelles on fait appel, pour nous, il est question de nous faire le bilan pour qu'on sache la plus-value qu'ils apportent dans ce qui se fait. Moi, personnellement, je pense que la SBE a été longtemps gérée par des Béninois. Et il y en a parmi eux qui étaient vraiment alertes, très experts dans ce qu'ils font. Le port autonome de Cotonou. C'est sous ce régime qu'on a fait venir des Européens pour gérer le port autonome de Cotonou. Sinon, le port autonome de Cotonou a toujours été géré par des Béninois. Pour moi, par exemple, on aurait pu faire appel à une compétence béninoise qui est quelque part dans le domaine, que le problème ne se poserait pas. Des Africains viennent au Bénin, exercer leur business et s'en vont sans que personne ne crie gare. Mais ce qui dérange, c'est lorsque c'est l'État qui fait appel à ces compétences-là. Vous avez vu la dernière fois la nomination de la Camerounaise pour s'occuper de la communication de l'INF, tout ce que cela a créé comme tollé. Ce n'est pas parce que les Béninois sont réfractaires. Les Camerounais évoluent ici, ils ont une communauté solidement implantée au Bénin. Et la réciproque. Nous, ce qu'on cherche jusqu'à présent à savoir, c'est combien de Béninois ont été nommés par le gouvernement nigérien pour occuper quelque chose. Combien de Béninois ont été nommés par le gouvernement rwandais pour occuper des postes au sein de l'administration, nommés par décret présidentiel. C'est toute la question. Pour moi, les Béninois rentrent. Il y a aussi des Béninois qui s'en vont tous les jours. On ne peut pas me dire le contraire. Il y en a qui s'en vont parce qu'ils estiment qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qui se passe là. C'est vrai que c'est noble de tout faire pour que les Béninois rentrent et qu'on mette les gens compétents là où il faut.
qu'on laisse les Africains, on est panafricanistes, on a levé le visa, les frais de visa pour arriver au Bénin, c'est de bonnes choses. Ça permet aux gens de circuler aisément dans notre pays et tout le reste. Mais je vous assure que je ne pense pas que les Béninois, en tout cas nous portons la voix de la majorité, la voix du peuple. Et ce raisonnement que j'ai entendu ici, je ne pense pas que le peuple épouse. Vous voyez, normalement, c'est des raisons, c'est-à-dire c'est des choses qui devraient amener les syndicalistes à se poser des questions. Des questions d'emploi dans notre pays. Il y a suffisamment de chômeurs pour qu'on me dise que des compétences rentrent, des gens viennent accompagner le système, ça c'est normal, mais qu'il manque, c'est-à-dire on fait appel à des compétences selon là où on les trouve. Pour moi, il y a quelque chose qui ne colle pas bien dans ma tête. En fait, c'est dans ma tête. Hein. Je ne sais pas si les autres Béninois ont la même pensée que moi, mais je pense qu'il y a encore des défis à l'intérieur qui nécessitent qu'on ouvre grand les yeux et qu'on comprenne les difficultés des Béninois. Les difficultés des Béninois. Que les fiches qu'on envoie là, qu'on ne s'en tient pas qu'à ces fiches, mais qu'on se renseigne très bien sur le terrain pour voir exactement ce qui se passe. Sincèrement, moi, j'admire le chef de l'État dans ses prises de parole et tout le reste. Mais ça, ce que j'ai entendu ce matin, ça m'a laissé un peu froid, quoi. Un peu froid. J'ai eu un peu froid dans le dos. Parce que là, je comprends que peut-être qu'on a deux façons de voir le pays qui ne se ressemblent pas. Et personnellement, j'aurais souhaité que les gens qui sont proches du système continuent d'alimenter les informations réelles du terrain. Pour qu'on comprenne ce que... Moi, j'ai la chance de parcourir le Bénin tout le temps et de m'imprégner de ce que vivent les Béninois. Le Béninois qui est à un endroit X. Et donc, à partir de ce moment, quand je relais des informations, je suis très convaincu de ce que je relais. Et j'ai l'impression que ce que je relais est totalement différent de ce que les cadres servent aux patrons. Et ça, ce n'est pas normal. Valentin Diboucha, ça ce n'est pas normal. Il faut qu'on dise la vérité au président de la République, le premier magistrat béninois, le père de la nation, puisque c'est ça véritablement, même si beaucoup sont plus âgés que lui dans cette République, il est le père de la nation parce qu'il incarne désormais la Constitution du 11 décembre 1990. Il est garant de cette Constitution. Aristide Canosso, vous avez aussi écouté le président de la République par rapport à cet extrait que nous avons choisi, eh bien, extrait tiré de sa conférence de presse, eh bien, lorsque Paul Kagame a foulé le sol béninois. Aristide Canosso, votre point de vue eh bien, sur ce que le chef de l'État venait de dire par rapport au panafricanisme, par rapport aux énergies extérieures qui exercent aujourd'hui en République du Bénin. Ben, je sens beaucoup d'émotion dans votre voix. J'aimerais quand même partager cette fierté qui vous anime si tant de voir le chef de l'État s'investir dans le panafricanisme. C'est à féliciter, c'est à apprécier à sa juste valeur. Et j'aime bien évidemment son charisme, sa facilité à prendre contact avec certains chefs d'État, même si l'idéologie de ces chefs d'État reste discutable. Eh bien, avant de répondre à votre question, Modeste Animanou, je vais ouvrir une petite parenthèse de 12 mots et fermer rapidement la parenthèse pour continuer. Dis-moi, la parenthèse est ouverte, hein? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Parenthèse fermée. Suivez mon regard. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Parenthèse fermée. Et je mets ça de côté. Et l'autre chose, c'est qu'à force de répéter chaque fois les mêmes choses, on finit par en faire un réflexe, ou ça devient un réflexe. C'est pour illustrer ceux qui sont les compétences extérieures, bon, qui ont quitté ici, qui sont là-bas, et qui sont ramenés par le dynamisme, le savoir-faire du chef de l'État, le président Patrice Talon, selon ses dits. Ces gens-là ont étudié, je ne sais pas si c'est ici ou bien c'est là-bas. Si c'est là-bas, ils ont été formés selon les principes fondamentaux du développement de l'autre côté. Ils ont été formés avec insidieusement l'idéologie de l'autre côté injectée dans leurs veines. Alors, à force d'étudier dans ces contextes-là, ils sont déjà formatés. Donc, le développement de leur continent, ce n'est plus dans leur tête. Parce que là-bas, tout le monde sait, les puissances occidentales, ce sont des puissances qui n'aspirent pas, qui ne veulent pas que l'Afrique émerge. Donc, tous ceux qui ont étudié là-bas,
et qui sont ramenés ici aujourd'hui comme équipe et qui fonctionnent avec, je ne sais pas, le chef de l'État, c'est des gens qui ont été déjà formatés dans ça là. Maintenant, puisqu'ils sont là, on ne peut que les remercier pour leur expertise. On ne peut pas dire que ce qu'ils font, c'est pas bien, ce qu'ils font, c'est bien et tout le reste. Mais tant que ça ne va pas, on dira que ça ne va pas. Mais pourquoi, la question que moi je me pose, pourquoi ceux qui sont restés, ils sont restés dans le chaud ici, ils sont restés dans la chaleur, ils sont restés sous la pluie, ils ont fréquenté les lycées, les techniques de je ne sais pas, agricoles de je ne sais quoi, les centres de formation professionnelle, les collèges toujours inondés, mais qui sont sortis quelque chose, qui sont là. Pourquoi on ne peut pas améliorer ces compétences-là et les mettre au service de la nation? Pourquoi il faut aller chercher ceux qui ont fui les difficultés de leur pays pour les ramener? Le panafricanisme, là, c'est quoi? Le panafricanisme, ce n'est pas aller se réfugier quelque part, se mettre bien et revenir plus tard pour dire que vous voulez construire la nation, vous voulez construire le continent. Le panafricanisme, c'est ceux qui sont là et qui défendent jour et nuit les intérêts de leur continent. Ils sont là depuis toujours. Maintenant, on ne refuse pas qu'un Camerounais soit au Bénin, un Béninois soit au Rwanda, et tout, etc., etc. Mais dans tout ce contexte-là, il y a ce que nous disons, c'est très simple. Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Il y a des limites, il y a des postes clés qu'on ne peut jamais confier à des gens de cette façon-là. Si notre coopération, on dit toujours, nul ne peut se construire tout seul. C'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne développe pas, on se développe. Nous sommes d'accord. Mais on se développe là, quand vous n'avez pas un coup de main, vous ne pouvez pas vous développer. L'élève qui développe ses potentialités à l'école, c'est grâce à l'aide de l'instituteur qui lui dit fais ceci, fais cela, et lui aussi il ajoute ses potentialités et naturellement il ressort ses idées. Mais si dans notre contexte actuel, il n'y a personne, non seulement pour nous aider, mais ceux qui sont là ne nous aident pas, je pense qu'il y a un problème. Je pense que le panafricanisme dont nous parlons, ça passe légèrement à côté de ce que nous voyons, mais c'est déjà une bonne chose de voir que le chef de l'État s'y intéresse. On espère que, amélioration sur amélioration, d'ici 2026, il pourra peut-être changer la donne. Voilà, Léonard Sonaïpon, le paquebot du panafricanisme a pris complètement et totalement désormais en République du Bénin. Le président de la République en parle véritablement. Eh bien, on est heureux que Golf TV Africa puisse véritablement donner le coup accélérateur à ce panafricanisme sur le continent africain. Moi, je n'ai aucun problème avec les nominations. J'estime que, en termes par exemple de technologie, en termes d'accélération numérique, le Rwanda a des années-lumière du Bénin. Et quand on fait appel à des expertises pour venir nous aider dans cette dynamique, je pense qu'on doit le prendre avec joie. Parce que s'il y avait des gens qui étaient compétents, qui étaient au Bénin, on allait les prendre. On est parti au Rwanda, qui excelle véritablement et qui, sur le continent africain, est un exemple en termes de numérisation. On va chercher des gens là-bas. Et moi, je pense que tant que c'est en Afrique, il n'y a pas de problème pour moi. Peu importe la destination, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Congo, parce que on va parler tout de suite de migration, d'immigration. Il faut souligner que 31 millions de personnes d'un pays vivent dans d'autres pays, en Afrique. C'est-à-dire quoi? Il y a des milliers de Béninois qui vivent dans d'autres pays africains et qui vivent bien, sans que personne les inquiète, qui ont un boulot, qui sont à des postes de responsabilité. Ici également, nous avons des compétences qui ne sont pas forcément béninoises, qui sont à des postes de responsabilité. Quand j'entends par exemple l'exemple de l'INF, la camerounaise, qui a été plébiscitée à ce poste de communication, il faut déjà voir la démarche, parce que c'est depuis fort longtemps qu'elle a cherché à voir le président de la République. Elle est dans le militantisme il y a bon nombre d'années. Elle a fait la démarche. C'est aussi ça quand on cherche un boulot.
C'est aussi ça. Quand vous avez envie de construire quelque chose. Vous voulez dire que nul n'est prophète chez soi. C'est ça que vous voulez dire? Nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. C'est ça que vous voulez dire. Première chose. Et deuxième chose, quand on veut quelque chose, on va le chercher. Elle a fait la démarche. J'ai vu des hashtags où elle souhaitait rencontrer le président de la République. Elle a rencontré le président de la République et c'est suite à cela, vu qu'elle est dans le militantisme, des droits des femmes et tout ça, quel poste aurait été mieux que la plébisciter comme communicatrice ou bien comme chargée de communication de l'UNF. Encore que... Oui, allez-y rapidement, bouclez ce volet-là pour qu'on aborde un autre volet. Encore que sur les réseaux sociaux, elle est hyper dynamique. Et aujourd'hui, dans le monde numérique, dans le monde digital où nous sommes, c'est un facteur fondamental, c'est un facteur essentiel quand on parle de communication. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas des compétences pour occuper ce poste au Bénin. Maintenant, vous savez qu'en matière de boulot, en matière d'activité, c'est la personne qui est la plus apte à aller chercher la chose, c'est à elle qu'on donne. Donc, si les autres se sont mirés dans un silence, malgré qu'elles aient les compétences, on ne peut pas les appeler, leur donner ça de force. Il y a quelqu'un qui a fait la démarche et qui a dit, moi je peux faire le boulot, j'ai les compétences nécessaires, on lui a confié le poste et je pense que n'importe quel Béninois, normalement, si on va au Congo, si on va au Gabon, si on va dans n'importe quel pays, normalement, on ne devrait plus poser cette problématique. Nous sommes en Afrique, nous avons voulu, et je crois que c'est l'une des raisons du panafricanisme même, c'est construire une Afrique unie, où on ne parlerait plus de frontières, on ne parlerait plus de divisions qui ont été faites par les colonisateurs. Aujourd'hui, si un Togolais vient au Bénin et qu'il occupe un poste de responsabilité, il ne devrait pas avoir problème. Si un Béninois va en Afrique du Sud pour occuper un poste de responsabilité, il ne devrait pas avoir problème pour moi. C'est l'africanité. Nous sommes les mêmes et nous devrions ne pas tomber dans ces débats-là. Merci à chacun de vous. Nous allons donc écouter cette fois-ci le président rwandais Paul Kagame. Paul Kagame est donc qui était en visite d'amitié et de coopération en République du Bénin. Avec la permission de la régie, et bien l'intervention du président rwandais Paul Kagame. C'est le problème. Le problème du Congo. Le problème de la région. Le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant même que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte en 2012. Alors, en ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, les Congolais, qui ont bénéficié donc de l'héritage rwandais, les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont, c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux peuples. Il y a déjà beaucoup je pense qu'aujourd'hui la situation est évoluée.
déjà durant la période coloniale. C'est clair et évident que vous pouvez vous regarder même au niveau remonté dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte. Donc ces problèmes me dépassent, vont au-delà de ma personne, vont au-delà de la personne du président Tshisekedi. Je pense même que toutes ces personnes qui étaient vivantes à cette période-là ne sont plus de ce monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces peuples ont renié donc leur lien avec le Congo. Et quand je me rappelle donc la situation en 2012 où il y a eu des attaques, où il y a eu cette attaque armée, c'est là le début de l'histoire. Donc nous n'avons pas bien géré la question et aujourd'hui nous sommes en 2023. 11 ans après, le problème existe toujours. Cela veut dire simplement qu'il n'a pas été résolu comme cela se doit. Tous les pays africains ont été impliqués dans la résolution donc, de cette crise. Mais personne n'a pu réussir. Quoi que ce soit en ce qui la concerne. Mentionner le problème, la difficulté du M23 dans cette région, ou encore, je pense que la question ici, c'est de fuir la question, mais c'est pouvoir essayer de trouver des solutions à cette crise. Mais pendant que nous sommes en train d'avoir cette discussion, toute la région africaine, tous les pays de la zone africaine, y compris l'Angola, nous avons deux processus de procédés. On avait un processus de Nairobi basé à Kenya et un autre processus déjà implémenté à Luanda et qui ont fait tout, ils ont mis tout en œuvre pour pouvoir résoudre cette question. Mais je pense que ils sont en train d'essayer de trouver une solution et le processus de Luanda ou le processus de Nairobi, les démarches qui ont été entreprises à Luanda et à Nairobi ont essayé donc de pouvoir trouver des solutions à la difficulté. Mais apparemment, les pays même concernés ne veulent pas apparemment que la question soit résolue. C'est quand même assez ironique. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est un fait. Vous pouvez le vérifier. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre éternellement du problème alors que nous connaissons effectivement là où il y a le nœud. Mais c'est un peu comme si on ne souhaite nous-mêmes pas résoudre cette question et on tourne autour du pot, malheureusement. Alors, vous l'avez compris, c'est le M23 qui a fait l'objet donc de l'élément qui a été retenu pour cette visite d'amitié et de coopération du président rwandais. Vous l'avez écouté. Valentin Diboucha, le M23 continue d'écumer le territoire de la République démocratique du Congo. Le président congolais a longuement développé la situation quand Emmanuel Macron a effectué sa visite d'amitié et de coopération. Aujourd'hui, Paul Kagame n'a pas dit la vérité qu'il fallait, à mon sens, parce que là, le Rwanda continue d'être accusé du principal artisan, l'instigateur donc du M23 qui continue de gêner la quiétude des populations en République démocratique du Congo. Non, moi je pense que Paul Kagame a dit sa vérité à lui. Et je pense qu'il est remonté dans l'histoire pour dire que la résolution de ce problème, la résolution de ce problème doit impliquer les pays qui sont dans la région. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème qui concerne le Rwanda et la RDC. Ce n'est pas que le Rwanda et la RDC. Les pays qui ont subi, n'est-ce pas, la division à partir de la conférence de Berlin et qui sont dans la zone devraient s'asseoir. Et je pense qu'il interpelle même l'Union africaine. C'est-à-dire qu'au-delà d'un problème entre deux pays, la question du M23 devait être abordée par les chefs d'État africains. Et je pense que sur ce plan, il a entièrement raison. C'est-à-dire que les foyers de tension qui naissent en Afrique devraient être une préoccupation permanente des chefs d'État africains. Et ces chefs d'État devraient s'asseoir et convoquer, n'est-ce pas, les belligérants pour comprendre le fond du problème. Parce que ce qui est clair, tant que ces milices comme le M23 continueront de trouver, n'est-ce pas, des substances pour les alimenter, ils vont perturber les pays.
Aujourd'hui, ils sont en RDC parce que c'est un grand gisement à partir duquel ils peuvent trouver des éléments pour s'alimenter. Demain, où est-ce qu'ils iront? C'est là la question. C'est pourquoi la question du M23 ne devrait pas être perçue comme une question entre le Rwanda et la RDC, mais ça doit être perçu comme une question totalement africaine. Il faut chercher à avoir les moyens. Il dit pendant que nous cherchons donc à résorber le problème, on a l'impression que les concernés même n'en parlent pas. Ça, c'est un aspect sur lequel je ne veux pas me prononcer. Mais la première partie de son intervention, ça m'intéresse à plus d'un titre, qu'on cherche à résorber le problème parce que partout où il passera, on collera l'image du M23 à l'image du Rwanda. Et ça peut l'embêter un peu dans ses déplacements. Mais lorsque je reviens à la coopération entre le Rwanda et le Bénin, par exemple, on a compris que le Rwanda a pris des dimensions extraordinaires en matière, n'est-ce pas, de gouvernance, en matière de développement. Et ça nous intéresse. C'est vrai que sur le plan politique, on a des choses à redire, mais sur le plan développement, je pense que le Rwanda est un modèle que les pays africains ont à copier. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, au-delà de la personne de Paul Kagame, regardons d'où est parti le Rwanda après le génocide et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Et ça, c'est des questions de modèle qu'on peut copier sur certains aspects, même si on ne peut pas les copier sur tous les aspects. Et donc, ça, c'est intéressant pour la coopération bénino-rwandaise. Donc, la question du M23 n'est qu'une question parmi tant d'autres. Peut-être qu'une question jetée par un journaliste pour chercher à comprendre et tout le reste, et sur lequel peut-être la rédaction a voulu, n'est-ce pas, marquer un arrêt. Aristide Kanoussou, c'est depuis l'ère de Juvenal Habyarimana, président de la République, feu président de la République, il faut dire que le M23 avait maille partie avec la République démocratique du Congo. Mais dans la foulée, on constate qu'il y a certaines forces internationales qui alimentent le M23. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, aujourd'hui, en tant qu'analyste politique, que cette histoire de M23 finira par s'estomper véritablement en République démocratique du Congo si tant que les chefs d'État et de gouvernement de cette zone-là, de la zone des Grands Lacs, si vous permettez que je m'exprime en ces termes, ne se retrouvent pas véritablement pour poser le diagnostic pour arrêter le M23? Je pense que Félix Tshisekedi a commencé déjà par jeter le pavé dans la mare et dégager les responsabilités. Il a dit clairement, Emmanuel Macron, mais qu'est-ce que la France a pu faire depuis tout ce temps où ce calvaire règne en RDC? Et qu'est-ce que, indirectement, qu'est-ce que les autres chefs d'État de l'Afrique ont fait pour quand même résoudre ce problème? Et c'est là toute la question. C'est vrai que Paul Kagame, dans sa visite officielle au Bénin, n'aurait pas voulu aborder le problème, puisque ce n'est pas un problème qu'on vient régler devant micros et caméras, c'est une question de démarche. Quelle est la démarche que lui-même il mène? Qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont les bouchées doubles qu'il met en place? Quels sont les moyens qu'il s'est donné lui-même? Quelle est la volonté dont il s'est arboré pour quand même permettre à ce qu'il y ait que la situation soit décantée? Donc il y a toutes ces questions qu'on doit se poser et qu'on doit lui poser. Et bon, il a essayé de se défendre vaille que vaille. C'est vrai que en matière de coopération, on aura forcément besoin des uns et des autres pour pouvoir continuer par implémenter ce que nous faisons. Mais bon, là, la situation du M23, ça préoccupe plus d'un. Oui, on va espérer bien évidemment que ça soit définitivement rayé, mais ça ne pourra pas être rayé tant que tous les chefs d'État de l'Afrique qui aspirent à une Afrique unie puissent quand même mettre la main à la pâte, que Patrice Talon aussi, pourquoi pas, donne sa part de propositions afin que la situation soit vite résolue. De toutes les façons, ce sont les âmes qui sont au quotidien perdues. C'est tout un territoire qui est dévoré. Nous espérons juste que la solution ne tarde pas.
Vous pensez véritablement qu'on peut trouver, comment on appelle, une solution à cette histoire de M23, puisque, bon, vous avez parlé de la République démocratique du Congo, un pays dans lequel il y a tellement de gisements qui profiteront comment on appelle, à ceux qui écument cette République-là. Ça va être compliqué. Oui, c'est justement pour ça que Félix Tshisekedi, en ironisant, a posé la question à Emmanuel Macron de savoir, mais qu'est-ce que vous avez pu faire depuis tout ce temps jusqu'à présent? Et c'est pour lui dire que, le désordre qui se fait leur profite. Quand vous voyez deux États se bagarrer, se tuer, s'entretuer, et que vous, qui vous positionnez comme le sauveur de l'Afrique, vous ne dites rien, vous restez silencieux, c'est la preuve que ce qui se passe vous profite quelque part. Vous passez par derrière pour soustraire toutes les ressources qui sont au niveau de ce territoire-là. Et c'est un secret de polichinelle aujourd'hui que l'Afrique, bien que n'ayant plus de précaré, a trouvé notre... Je dis l'Afrique, et la France, bien que n'ayant plus de précaré, a trouvé notre stratégie. La stratégie, c'est de diviser pour régner, c'est de créer la zizanie, de créer la terreur, le terrorisme, pour pouvoir quand même continuer par piller l'économie. Et on va espérer qu'avec l'éveil qui est en marche, moi je ne veux pas rester pessimiste, je veux rester optimiste parce que les ressources de l'Afrique appartiennent à l'Afrique et on ne peut pas se prévaloir du fait que c'est parce que la France ou je ne sais pas les pays occidentaux qu'ils veulent toujours profiter de nos ressources qu'on va toujours s'attendre à ce qu'il y ait guerre entre nous. Ça doit pouvoir s'arrêter un jour. Léonard Sonaïkon, vous avez écouté Aristide Kanoussou qui dit qu'il n'est pas pessimiste, qui est dans un optimisme, mais pas dans un optimisme exagéré. Le M23, est-ce que finira par véritablement déposer les armes, puisque là, ce sont plusieurs nationalités qui se sont regroupées au sein du M23 pour piller les maigres ressources appartenant à la République démocratique du Congo et pour peut-être les mettre à la disposition de ceux-là qui continuent véritablement de jouer au patron de l'univers. La République démocratique du Congo est victime de sa richesse depuis fort longtemps. Déjà depuis la colonisation, parce que c'est le pays dans lequel presque tous les colonisateurs sont venus pour, en quelque sorte, prendre leur part. Aujourd'hui, ça continue avec le M23, c'est-à-dire qu'on installe un système d'instabilité, on installe un format, en quelque sorte, d'insécurité dans une région où on sait qu'il y a des gisements, il y a des matières premières. Et donc, pendant qu'il y a l'insécurité là, les populations, l'État même congolais ne peut plus venir à cet endroit précis. Et en ce moment, on est en train de faire de l'exploitation du sol correctement et bien fait. Les ressources minières du sous-sol. Oui, du sous-sol. Aujourd'hui, moi je pense qu'on va peut-être y venir après, le président rwandais a promis un appui militaire au Bénin. Quand on sait la force du Rwanda en termes d'armée, en termes d'armada sécuritaire... Le Bénin n'est pas quand même en conflit, il n'y a pas de conflit en République du Bénin pour qu'on puisse lui promettre un soutien militaire. Est-ce que c'est un soutien logistique ou un soutien pour véritablement permettre aux soldats béninois d'être formés, d'être aguerris? Ce ne serait que ça en réalité. Hein. Ce qui est sûr, c'est pour apporter une plus-value à notre armée, que ce soit en termes d'hommes, que ce soit en termes de logistique, et tout ça, c'est pour que dans le nord du Bénin, que nous soyons plus à l'aise et que ceux qui y vivent soient plus confiants et plus libres en circulant. Donc je disais que l'armée rwandaise n'est pas une petite armée. Si Kagame se donne les moyens, il peut véritablement endiguer ce problème du M23. Mais on a l'impression que c'est comme si la situation lui profitait. Et c'est pour cela que Félix Tshisekedi, peu importe où il part, que ce soit aux États-Unis, lors du sommet dernier, lors également de la visite de Macron chez lui, il soulève le problème parce que les grandes puissances n'en parlent pas. Or, d'habitude, ce sont elles qui dénoncent ce genre de choses, qui disent il ne faut pas piétiner tel pays. Mais est-ce que ça ne leur profite pas aussi? Oui, c'est ça le problème. Parce que quand vous écoutez Aristide Kanoussou tout à l'heure, il dit que ça échappe déjà au Rwanda, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas des mains invisibles derrière qui sont entrées dans le jeu et qui font que le M23 se sent très à l'aise dans ses actions? C'est toute la question.
Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai commencé par dire que le Congo, la République démocratique du Congo, est victime de sa richesse, tout simplement. Il ne faut pas aller voir loin, c'est leur sol et ils ont bien d'autres choses. Mais aujourd'hui, tout ce qu'ils subissent, tout ce qu'on leur fait subir, c'est tout simplement parce qu'ils sont riches et qu'ils ne savent pas exploiter leur richesse. Vous avez dit tout à l'heure dans votre intervention que l'armée rwandaise est une armée suffisamment forte. Donc l'armée rwandaise, en réalité, peut se joindre à l'armée de la République démocratique du Congo pour qu'on l'on efface véritablement Valentin Diboucha. Cette résistance que le M23 est en train de constituer en Afrique centrale par rapport à la situation que connaît la République démocratique du Congo, une armée forte, plus l'armée de la République démocratique du Congo, on peut nettoyer complètement et totalement le M23. Donc cela voudra tout simplement dire que Paul Kagame n'a pas encore pris la décision qui s'impose pour que le M23 cesse véritablement d'agir d'écumer. C'est une situation qui lui profite peut-être, moi à mon avis, Valentin Diboucha. Moi je dis, au fait, pas que Paul Kagame. C'est ce que j'ai dit. C'est l'ensemble des pays qui sont tout autour du Rwanda et du Congo qui devront se mettre ensemble pour enrayer, pour endiguer les actions de cette force-là. Du M23. C'est comme ce qui se passe dans le Sahel, les questions de terrorisme. Vous avez vu que on est en train de coaliser, n'est-ce pas, les forces de la sous-région pour pouvoir endiguer le phénomène parce il étend ses tentacules. S'il dure autant, n'est-ce pas, au Congo, c'est à cause de la richesse de son sous-sol, comme l'a dit. Ça veut dire qu'il s'alimente suffisamment pour pouvoir, n'est-ce pas, être plus fort. Mais qui est derrière la force? C'est-à-dire, nous tous, on a le regard braqué sur le Rwanda parce que peut-être c'est les Rwandais qui sont à la tête du M23. C'est ça qui fait qu'on a le regard braqué sur le Rwanda. Mais est-ce que ces gens-là ne sont pas au service d'autres puissances? C'est là toute la question. Et s'ils sont au service d'autres puissances, ça veut dire qu'ils échappent peut-être au contrôle du Rwanda. Déjà, ils sont sur un territoire étranger. Et pour que l'armée rwandaise intervienne sur ce territoire, il va falloir des accords. Et à partir de ce moment, et puisque le chef de l'État rwandais lui-même dit qu'il faut solliciter, n'est-ce pas, les pays qui sont dans la zone, il faut qu'ils se coalisent pour pouvoir aller à l'assaut de cette force-là. Parce que je dis, quand ils seront en difficulté au Congo, est-ce qu'ils ne vont pas chercher à aller ailleurs dans la zone? Et c'est là toute la question. Et maintenant, ce qu'on peut reprocher au Rwanda, c'est qu'ils font de certains pays à la frontière, certaines villes à la frontière du Rwanda, leur base arrière pour opérer. Oui. Et à partir de ce moment, le Rwanda doit prendre des dispositions pour empêcher qu'il fasse, n'est-ce pas, de son territoire une base arrière pour opérer. Et c'est là toute la responsabilité de Paul Kagame. Puisque s'ils sont menacés, qu'ils se replient sur le territoire rwandais, il y a de quoi que les autres accusent, n'est-ce pas, le Rwanda de coopérer avec cette force-là. Parce que peut-être on les laisse replier. Et quand ils replient, on ne pourra pas traverser la frontière pour aller à leur assaut. Ce qui fait qu'il y a une difficulté à résorber la question du M23 dans la zone. Donc pour moi, il s'agit que les États se mettent ensemble et que l'Union africaine, n'est-ce pas, prenne ce dossier-là au sérieux pour que les plaintes de la RDC soient prises au sérieux à tous les niveaux. Moi, j'aurais souhaité même que cette question soit prise au sérieux par l'Union africaine que d'être soumis, n'est-ce pas, à un chef d'État comme celui français. Oui, Aristide Kanousso, l'Union africaine qui a des tentacules avec la France, vous avez le sentiment que cette question peut véritablement trouver une solution lorsqu'on va la confier à l'Union africaine, vous qui êtes un analyste? Je ne pense pas. Si cela devrait être possible, ça aurait dû l'être depuis fort longtemps. Et ce silence que nous observons pratiquement aussi bien au niveau des chefs d'État africains que des puissances occidentales justifie toute la problématique, toute la densité de la situation. Si Assimi Goïta a réussi aujourd'hui à sécuriser ou à continuer à commencer par sécuriser convenablement le Mali et que le capitaine Ibrahim Traoré a commencé par s'affirmer au Burkina Faso, malgré que l'enjeu à ces deux niveaux-là ne sont pas ou n'est pas comparable à ce que nous voyons en RDC, je pense que c'est le moment
pour Félix Tshisekedi de prendre ses responsabilités, d'identifier véritablement ses amis. Si la France n'a pas pu lui apporter quelque chose de conséquent jusqu'à présent, eh bien, c'est à lui maintenant de prendre ses responsabilités et de cesser, par exemple, de recevoir cette visite qui ne lui apporte rien et de trouver une autre collaboration qui puisse l'aider véritablement à sécuriser son territoire. Et les gens sont en train de faire leur expérience au Mali, au Burkina. Il n'a qu'à changer de paradigme, il n'a qu'à changer de fusil d'épaule et identifier clairement qui sont ses ennemis. Il a commencé déjà par le faire en ironisant devant Emmanuel Macron. Il lui dit indirectement que vous êtes impliqué dans cela. Il dit indirectement à Kagame qu'il est impliqué dans cela. Il dit aux autres chefs d'État qui sont impliqués dans cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut qu'il change de coopération. Il faut qu'il change de coopération, il faut qu'il change de paradigme. Mais ça va être difficile pour ces chefs d'État qui sont aujourd'hui totalement et entièrement ancrés dans le système français. Et on va juste appeler à une prise de conscience et de changement de paradigme afin qu'on en arrive à cet optimisme dont je parlais tout à l'heure là, parce que c'est le seul élément, c'est la seule voie pour pouvoir changer la donne. Parce que là, ce que nous voyons, ben, il y a trop de richesses, il y a trop d'enjeux. Alors s'il y a tellement d'enjeux, est-ce qu'il ne faut pas mettre les grands moyens? Il faut mettre les grands moyens. Il faut changer de coopération. Il faut voir les coopérations qui sont dignes de foi et qui puissent vous aider véritablement, ne serait-ce qu'à sécuriser votre périmètre d'abord, qu'elle ne soit plus violée, qu'on ne vienne plus écumer nos biens. Et bien évidemment interpeller les autres aussi, notamment Paul Kagame, qui, comme le disait tout à l'heure Valentin Adiboucha, observe un silence au moment où les autres font des replis tactiques sur son territoire. Parce que au moment où les autres font des replis, lui aussi devrait attaquer. S'il n'avait pas de... les nettoyer complètement et totalement. Les nettoyer complètement et totalement. S'il n'a pas de ressources militaires débordantes, il n'allait pas proposer à venir soutenir le Bénin. Alors ces ressources militaires débordantes-là, qu'est-ce qu'il en fait pour décimer le M23? Il faut qu'il commence par faire ça d'abord pour qu'on voit cette bonne volonté avant qu'il ne commence pas à porter ses aides aux autres États. Donc je pense que le Félix Tshisekedi n'a qu'à arrêter les discours. Il faut qu'il change de paradigme. Il n'y a rien à voir chez les Occidentaux, les Français. Même dans l'Union africaine, il n'y a rien là. Il faut qu'il change de paradigme et qu'il sache que désormais, là, il faut qu'on se tourne vers tel État, tel pays, telle coopération pour quand même véritablement frapper à la manière la plus dure. Vous voyez ce qui se fait de façon formidable aujourd'hui au Burkina Faso. C'est très formidable. On voit les terroristes qui sont poursuivis jusqu'au fin fond même de leur tanière et qui sont frappés. Ils sont frappés. Aujourd'hui, ce sont les terroristes qui prennent leurs jambes au cou. Moi, j'ai été ébahi de voir ça. C'est formidable. Des drones qui peuvent rester en l'air pendant plus de 24 heures. Ils vont poursuivre les terroristes pour voir là où ils se cachent et tout le reste. Et ça se passe au Burkina tout près. Oui, tout près. Pourquoi la RDC, le Burkina qui n'a même pas, je ne sais pas, le cas de ce que la RDC a comme richesse, et ça se passe là. C'est une question de coopération, c'est une question d'idéologie, c'est une question de programmation. Il faut que Félix Tshisekedi sorte de ce carcan-là que la France, les Occidentaux lui ont tracé et qu'il arrête de s'apitoyer sur son sort, qu'il prenne ses responsabilités, tout simplement. Merci Aristide Kanousso. Nous allons donc écouter le communiqué qui a sanctionné, ou suivre s'il vous plaît, puisque nous sommes à la télévision, le communiqué qui a sanctionné cette visite d'amitié et de coopération, que Paul Kagame venait donc d'effectuer en République du Bénin, le quartier latin de l'Afrique. La régie, s'il vous plaît. Ils ont convenu de la tenue à Cotonou avant la fin de l'année 2023 de la deuxième session de la grande commission mixte de coopération bénino-rwandaise en vue du suivi des questions d'intérêt commun. Sur le plan sécuritaire, les présidents Talon et Kagame ont évoqué la menace terroriste du Sahel et son extension vers les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que les moyens de renforcer cette coopération. Le président Paul Kagame a salué le leadership du président Patrice Talon, ainsi que les efforts du gouvernement du Bénin dans la mise en œuvre d'une réponse multisectorielle adaptée à ce phénomène. Les deux chefs d'État se sont félicités de la qualité de la coopération militaire entre les deux pays et ont exprimé leur commune volonté de la renforcer. Ils se sont également réjouis de l'existence entre les deux pays d'un mécanisme de coopération technique et d'échange de cadres spécialisés qui a déjà permis aux experts de chaque pays
d'être déployés dans l'autre pays en vue de faire bénéficier leur expertise et savoir-faire. Leurs Excellences, Messieurs Patrice Talon et Paul Kagame ont, au cours de leurs entretiens, convenu de la signature entre les deux pays des instruments juridiques dans les domaines de la non-imposition, la non-double imposition, l'agriculture, le numérique, la gouvernance locale, le développement durable, la coopération militaire, la coopération commerciale et industrielle, le tourisme et la promotion des investissements. Le président Paul Kagame a félicité le président Patrice Talon pour les réformes engagées pour faire du Bénin une place de choix pour l'innovation et la recherche, ainsi que sa détermination à investir dans le développement du capital humain et l'économie du savoir pour réaliser la croissance et créer des emplois qualifiés. Le président Patrice Talon a invité le président Paul Kagame et sa délégation à visiter les installations de l'agence de développement Semesiti, intéressée à établir des partenariats avec des institutions rwandaises similaires. Au cours de cette activité, le président Kagame entretiendra les jeunes entrepreneurs, les étudiants et les responsables des startups sur le leadership de la jeunesse africaine et l'avenir du continent. Sur le plan régional, le président Patrice Talon a salué le leadership du président Kagame dans le cadre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine et son engagement pour la consolidation des acquis et la poursuite des efforts pour l'édification d'une Afrique unie, prospère, conformément à l'agenda 2063. Au plan multilatéral, les présidents Talon et Kagame ont réaffirmé leur attachement indéfectible au droit international et aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction quant à l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies le 29 mars 2023 de la résolution A77L58 visant à demander à la Cour internationale de justice les obligations des États à l'égard des changements climatiques. Leurs Excellences, Messieurs Patrice Talon et Paul Kagame, se sont par ailleurs félicités de leur convergence de vues sur l'ensemble des questions sous-régionales et internationales. Son Excellence, Monsieur Paul Kagame, a adressé une invitation à son homologue et frère, son Excellence Monsieur Patrice Talon, pour effectuer prochainement une visite au Rwanda à une date à convenir par voie diplomatique. Cotonou le 15 avril pour le gouvernement du Rwanda, Dr Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères, pour le gouvernement du Bénin, Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères. Voilà, c'était donc le communiqué final qui a sanctionné la visite d'amitié et de coopération de Paul Kagame en République du Bénin. Aristide Kanoussou, c'est une visite qui réchauffe les relations de coopération, d'amitié et pourquoi pas entre le Bénin et le Rwanda, forcément. Oui, ça, le communiqué l'indique clairement et les deux se sont félicités sur plusieurs points sur lesquels ils se sont accordés et pour l'intérêt certainement de leurs nations respectives. Ce qui a lieu de souhaiter, c'est qu'ils puissent dépasser leurs propres limites et qu'ils aillent au-delà des attentes de leur population. Parce que là, qu'on le veuille ou non, il restera des points d'ombre qui restent à élucider. Il va falloir que, après cette coopération, nous puissions observer un certain nombre de changements sur tous les plans. Parce que Kagame, à ce qu'il paraît, inspire bien Patrice Talon. Et Patrice Talon aussi doit pouvoir s'inspirer rien que des aspects positifs de cet homme d'État, comme le disaient tout à l'heure les collègues sur le plateau, et que cette coopération puisse apporter juste un plus aux différentes nations. Valentin Diboucha, la visite s'est passée sous de bons auspices, si vous permettez que je m'exprime en ces termes. Absolument, les questions de coopération militaire ont été abordées. Donc, le défi commun pour les États africains, c'est le terrorisme. La question de sécurité qui se pose avec acuité. La question de sécurité qui se pose avec acuité. À côté de cela, les échanges commerciaux. Oui. N'est-ce pas, il faut renforcer davantage les échanges commerciaux entre les deux pays. Et ça, c'est intéressant pour nos hommes d'affaires. Il a également parlé des défis, n'est-ce pas, environnementaux, notamment la question des changements climatiques qui nécessite que les chefs d'État africains s'asseyent
et réfléchissent pour voir ce qu'ils vont imposer, n'est-ce pas, aux grandes puissances qui déciment la couche d'ozone. Parce que lorsque vous regardez la participation ou bien l'action de l'Afrique pour la destruction de la couche d'ozone, c'est insignifiant vis-à-vis, n'est-ce pas, des autres États qui font vraiment de l'industrie agressive, qui fait que de l'industrialisation agressive qui crée des dommages au plan international. Donc, je pense que les questions... Et puis, il y a également la visite d'un certain nombre de centres qui a été programmée. Le modèle rwandais inspire forcément la plupart des pays africains. C'est vrai que le hic, c'est le fait que le chef d'État rwandais ait brigué donc un troisième mandat. Oui. Ça dérange beaucoup. Et n'eût été cela, sur tous les autres plans, nous avons tellement à copier. Vous voyez, la ville la plus propre, c'est forcément Kigali. Et ils détiennent encore cette palme-là jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que ça ne dit rien pratiquement aux autres villes qui ne font pas d'efforts pour pouvoir ravir cette vedette-là. Vous voyez, ils ont de la fierté à le dire. Et c'est un changement qui s'est opéré d'abord dans les mentalités. Et moi, je m'attendais à ce que d'autres villes prennent déjà le relais et dame le pion, n'est-ce pas, à Kigali. Mais jusque-là, ils tiennent la palme. Ça veut dire que c'est une question qui a été prise collectivement. Les comportements, certainement, à un niveau, ont changé. Donc, Modeste Dossa Niwanou, qu'on le veuille ou pas, sur un certain nombre de plans. J'ai vu un peu les rues rwandaises lors d'une course à vélo, là, et j'ai passé tout mon temps à regarder l'environnement, le comportement des gens. Et c'est là, n'est-ce pas, j'ai vu que ce n'est pas un développement qui est venu d'une seule personne, mais toute la population a épousé les idéaux, n'est-ce pas, de cet homme d'État qui a pu su impulser cette dynamique-là à sa population. Donc c'est des modèles à copier, au fait. C'est désormais fini pour cette visite d'amitié et de coopération. Eh bien, ça se passera désormais avec beaucoup plus de précision entre le Bénin et le Rwanda. Vous l'avez compris également aussi, Léonard Sonaïpon. Il y a des facteurs sur lesquels on doit pouvoir copier le Rwanda correctement. Sur le plan du numérique, sur le plan du digital, sur le plan de la technologie. Parce que en Afrique aujourd'hui, ils sont des pionniers. Sur le plan du tourisme également. Parce que quand vous regardez aujourd'hui le maillot de Arsenal, du Paris Saint-Germain, ils ont mis en place une espèce d'attractivité des touristes. Et vous voyez derrière les maillots des joueurs, elles visitent au Rwanda. Et vous savez très bien la place qu'occupe le football dans l'imaginaire, aujourd'hui au sein de la jeunesse africaine. Et quand vous regardez de très grands clubs comme ça, avoir sur leur maillot derrière, elles visitent Rwanda, forcément vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a autant au Rwanda? Et on me demande d'aller au Rwanda visiter. Oui. Mais c'est vrai qu'ils ont de très grands parcs. Hein? Ah oui. Donc, ils ont mis un lobbying en place pour que les visiteurs viennent véritablement. Un lobbying communicationnel, il faut dire. Communicationnel énorme. Énorme, oui, c'est forcément. Il y a les moyens qu'il faut mettre suffisamment pour atteindre cette dimension. Et je pense que le Bénin également est dans cette même démarche aujourd'hui, à travers ce qu'on est en train de faire, l'Amazon et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais au-delà de ce tourisme de béton, il faut qu'on puisse mettre en valeur les sites qui sont naturels. Moi, hier, j'étais à Gambier. J'allais à Gambier avec des Ghanéennes. Et arrivé à l'embarcadère, on me dit je paye 6 500 par personne. Je dis mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un tarif préférentiel pour les Béninois? On me dit non. Je prends de l'agence de tourisme qui doit être sous la coupole de la présidente de la République. Je suis frappé par ce choc-là. Je suis choqué parce que je suis avec 11 personnes. Et sans prévoir cela, j'arrive là et une dame se pointe devant moi et me flanque ça au visage. Ça veut dire qu'il fallait prévoir 65 000 francs au moins pour pouvoir faire la visite. Vous constatez ça, le choc? Alors que moi, je suis béninois. Et donc, si des Béninois veulent s'engager dans le tourisme, c'est des chocs auxquels on fait face. Et en payant ça,
rien n'a changé au niveau de l'embarcadère. Il n'y a pas eu une amélioration extraordinaire. Au contraire, l'infrastructure qui est là et qui accueille est en train de tomber. Donc ça, c'est des défis sur lesquels il faut revenir. Et il y a également la discipline. Ce sera certainement votre mot de fin. Oui, ils ont su copier cette discipline, je dirais, asiatique. Vous savez très bien que les Asiatiques ont une certaine discipline en matière de travail et tout ça. Donc, les Rwandais ont su copier ces disciplines-là. Et ce qu'on ne doit pas copier, c'est leur démocratie. Parce que véritablement, dans ce pays, la liberté d'expression n'est pas ça. Les opposants, on sait où ils vont, où ils sont. Donc, véritablement, il ne faudrait pas qu'on copie cela. Aristide Kanoussou, votre mot de la fin, puisque là, cette émission tire complètement et totalement vers sa fin. Merci à chacun et à tous. On se donne rendez-vous semaine prochaine. Le Rwanda, on a encore à copier des choses. On a encore à copier. Vous avez vu la promotion de la langue. Le Kirwandais est imposé comme langue nationale. Il faut que le Bénin aille là, ait le courage d'imposer une langue comme langue nationale. Mais ça va être compliqué, hein? Non, ce n'est pas compliqué. Si nous ne voulons pas nous voiler la face, ce n'est pas du tout compliqué. Je vous ai dit que le fond est parlé du nord au sud. Le fond, on peut reprocher toutes les autres considérations, mais c'est une réalité. Maintenant, si vous n'avez pas la capacité de garder que le fond, il y a 3 langues qui sont véritablement parlées au Bénin. C'est le fond, c'est le Yoruba, c'est le Dindi. Ces 3 langues-là, partout où vous allez, vous pourrez les retrouver. Donc, on peut imposer ça dans le programme. Et si on enlève tout ce qui est politique, hein, le Yoruba a l'avantage d'avoir déjà dépassé les niveaux qu'on ne pense pas. Le fond a déjà un dictionnaire aujourd'hui et qui peut se lire, le Dindi pareil. Donc on peut imposer ces 3 langues-là si tant est qu'on veut jouer sur l'équilibre, hein, n'est-ce pas, au sein de la nation. Donc nous avons des choses comme ça à copier au Rwanda. Le Rwanda l'a imposé, ça marche. Nous pouvons également le faire. À côté de cela, le développement, les questions de tourisme qui ne sont pas que dans les livres, mais c'est sur la réalité. Allez au Rwanda, il y a des sites et vous pourrez visiter à volo. Il y a aussi autant de choses sur le domaine du numérique. Il a dit ici, c'est vrai, au lieu de nous faire venir des cadres, il faut amener les gens là-bas pour copier ce qui se fait là-bas, s'imprégner de ce qui se fait pour venir les implémenter ici. Quand on a voulu mettre en place la LEI ou la LEPI, tout ça, on a dû envoyer des gens, n'est-ce pas, à l'étranger pour copier ce qui se fait là-bas. Donc, on peut réussir le développement. Allons-y, on s'en va déjà, mais allons encore, faisons de grands pas pour réussir la mission. Ainsi se referme cette émission. Eh bien, madame, monsieur, j'espère que vous avez pris du plaisir en notre compagnie. On prend donc rendez-vous pour samedi et dimanche prochain, si Dieu le veut.